Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo. Une nouvelle vidéo top, rappelez-vous il y a quelques semaines je vous avais fait une vidéo où je vous présentais le coffret Blu-ray de la saga Fast and Furious du 1er au 8e film. Puisque le 9e film vient de sortir au cinéma, j'ai été le voir il y a quelques jours, j'ai également revu plutôt le spin-off Hobbs & Shaw, ce qui fait en tout 10 films pour la saga Fast and Furious, 10 films que je vais aujourd'hui classer dans cette vidéo. C'est évidemment un classement personnel et je vous invite à mettre le vôtre dans les commentaires. Mais avant ça, un petit avis global et bref sur la saga en elle-même. Je trouve que c'est une saga qui est extrêmement sous-cotée. Il y a beaucoup de cinéphiles qui refusent de la regarder tant ils savent que c'est juste du divertissement. Personnellement, je suis cinéphile, j'aime la plupart des films que j'ai vus dans ma vie. Voilà, je suis ouvert à tout genre de films, du film d'auteur jusqu'au gros blockbuster d'action. Et les Fast and Furious, c'est pas une de mes sagas préférées, mais si, quoique, elle pourrait rentrer dans mes sagas préférées. Pour les personnages qu'on suit du début à la fin, on s'attache à eux, ils ont une évolution de dingue. Pour les valeurs que dégage la saga, la famille notamment en grosse partie. Et évidemment pour le divertissement qui, pour la plupart des films, est clairement présent et de très très bonne qualité. On va pas se mentir, hein, c'est presque impossible de s'ennuyer devant un Fast and Furious. Et c'est aussi une saga que j'aime bien parce qu'elle a réussi à perdurer dans le temps, à évoluer avec le cinéma. Autant il y a des sagas qui ont commencé en même temps, voire après elle, et qui sont finies depuis pas mal de temps. Elle a démarré en 2001 et elle est toujours là. Ils vont encore faire, je crois, 2 films, plus encore des spin-offs. Enfin bref, je pense qu'on peut respecter ça parce que la saga est toujours de qualité, je trouve. La saga n'a pas perdu en qualité, au contraire, et c'est ça aussi que j'aime beaucoup chez Fast and Furious, c'est que au lieu de perdre en qualité comme la plupart des sagas de cinéma, elle prend en qualité au fur et à mesure des années qui avancent, et je trouve ça dingue. Bref, on va passer à la 10e place, ce qui est pour moi le moins bon film Fast and Furious. J'avoue, ce film, je l'aime pas, sans aucune hésitation. Je parle du film Too Fast, Too Furious. Qui est, comme vous l'aurez compris, le deuxième opus de la saga, sans Vin Diesel, donc sans Dominic Toretto, mais avec Paul Walker, qui reprend son rôle de Brian O'Connor. Honnêtement, le film est chiant. J'ai trouvé ça tellement chiant, il y a beaucoup de coups de mou malgré l'assez courte durée du film. Et dans les fameuses courses, déjà les courses, il y en a très peu, on va pas se mentir. La seule qui est vraiment attiré mon attention, c'est la toute première au début du film. Le reste, je suis incapable de... Enfin, je m'en souviens pas du tout. C'est le film avec le plus de stéréotypes, il y en a beaucoup dans la plupart des films de la saga. Ça s'améliore avec le temps, mais c'est vrai que les premiers films étaient bourrés de stéréotypes et de trucs, bon voilà, des femmes utilisées comme des objets par exemple. Il y en a beaucoup dans ce film et c'est vrai que ça fait mal aux yeux. Au moins le film comporte une vraie intrigue, elle est chiante, on s'en balèque, mais au moins c'est une vraie intrigue, pas comme le premier film où tu savais pas vraiment ce dont le film parlait. Ça introduisait des personnages et tout, mais tu savais pas vraiment quel était l'objectif du réalisateur ou du scénariste. Tu savais pas vraiment de quoi ça parlait. Tu savais pas ce que les personnages devaient faire. Là au moins oui, même si c'est chiant, au moins c'est clair. Il y a, il me semble, 2 personnages récurrents de la saga qui sont introduits dans ce film, Tej et Roman. Roman surtout, hein, qui a le second rôle du film. Et pour ce qui est de la relation entre Brian et Roman, je la trouve très cool, elle évolue bien, elle est marrante. Roman, c'est sans doute le personnage le plus drôle de la saga. C'est un de mes personnages préférés et tout, donc franchement, pour ça, je peux quand même remercier le film juste pour ça. Mais vraiment juste pour ça, hein, pour rien d'autre. On passe du coup à la 9e place avec un film que je déteste pas, que je trouve assez sympa, pas mal, mais sans plus. Je trouve que par rapport à tous les autres films qui sont arrivés après, ce film est moins bon. Pourtant c'est là où tout a démarré, c'est le film Fast and Furious ou The Fast and the Furious, le premier film. Ici rien ne change. Un sandwich au thon. Sans croûte. Sans croûte. Clairement pas le film le plus chiant de la saga, mais là aussi, comme pour le deuxième film, les courses, les scènes d'action, ce qu'on a envie de voir dans un Fast and Furious,
bah, bizarrement, même pour le premier film de la saga, ne prend pas cette place dans le scénario. Il se passe vraiment rien pendant presque tout le film. Ça s'est amélioré par la suite, mais à l'époque, les acteurs étaient vraiment pas terribles. Vin Diesel passe, mais Paul Walker, aucun charisme. Jordana Brewster, non. Nul aussi. Il n'y a pas beaucoup de courses, mais elles sont très bien faites, très bien réalisées, très bien mises en scène. Ça claque encore plus maintenant, mais déjà pour l'époque, je trouve que c'est déjà pas mal. Très divertissant. Les personnages sont très sympas dès le premier film, ils sont attachants. La famille Toretto par exemple. Dom et Brian ont un passé intéressant qui est pas développé, mais qui est abordé dans le film à un moment. Et ça en fait vraiment des héros assez intéressants et encore une fois, plutôt attachant. Même si c'est loin d'être mon préféré, ça reste un film qui introduit très bien ses personnages, très bien les enjeux de la saga, même si ça évoluera pas mal par la suite. Ça reste un bon premier film, mais c'est tout. Si on le juge individuellement, ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit. On a donc parlé du premier film, du deuxième, on va maintenant parler du troisième film. Évidemment, à la 8e place, j'ai mis le film Fast and Furious Tokyo Drift. À vos marques, au signal. Ça s'appelle du drifting. Comment ça, drifting? Les caisses sont allégées, les pneus lisses. Quand tu driftes, si t'es pas en dérapage, c'est là que ça dérape. Et même s'il est à cette place du classement, je le trouve sous-coté, mais de fou. Je vais pas faire le mec, je l'ai mis à la 8e place, c'est pas énorme, mais franchement, je trouve que les gens sont vraiment trop durs avec lui. C'est honnêtement un film que j'aime bien. On a eu un premier film divertissant sans plus, un deuxième pas vraiment divertissant, un peu chiant, et un troisième, franchement, qui rattrape clairement les meubles. Une histoire bien écrite, des méchants charismatiques, des nouveaux personnages, parce qu'il n'y a que des nouveaux personnages dans ce film, intéressants, attachants. Le personnage principal qui reviendra par la suite dans Fast and Furious 7 et Fast and Furious 9 est sympa. Anne, qui reviendra dans pratiquement tous les films de la saga par la suite, est très cool aussi. Le méchant, je ne me souviens plus de son nom, mais il est charismatique et c'est tout ce qu'on lui demande. Il y a beaucoup plus de scènes de course, de scènes d'action, de vraies scènes de Fast and Furious dans ce troisième opus que dans les deux premiers, et ça c'est très cool. En plus, comme d'habitude, elles sont très bien faites, elles sont divertissantes, en plus avec le côté urbain, très urbain de Tokyo, encore plus urbain que Los Angeles ou Miami, ça rend très bien, je trouve. Les acteurs sont pas mal, j'ai pas retenu leur nom parce que la plupart sont coréens, à part Sung Kang qui reviendra plus tard, lui j'ai retenu évidemment. Lucas Black est assez bon aussi. Non, franchement, au niveau des acteurs, il n'y a pas grand chose à dire, je trouve. Un truc que j'ai trouvé très dommage dans ce film, c'est qu'il se déroule à Tokyo, mais on n'a pas souvent l'impression qu'il se déroule à Tokyo. On a l'impression qu'il se déroule aux États-Unis. Le film est vraiment trop américain. Les musiques, c'est du rap américain. Le personnage principal est américain. Pour ce qui est des musiques japonaises ou vraiment de la découverte de la culture asiatique, que dalle. Rien du tout, mais vraiment rien. C'est comme si ça se déroulait à Los Angeles, sauf que c'est pas à Los Angeles. Il y a aussi pas mal de clichés dans ce film. Le personnage principal, donc Sean, pécho une meuf toutes les 10 minutes. Il en pécho une plus ou moins, enfin il la pécho pas, mais vous comprenez, au début du film, une fille dont le mec est vraiment un connard. Plus tard, il fait pareil dans le film à Tokyo. Enfin... Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Fast and Furious Tokyo Drift dans les commentaires, parce qu'on va pas se mentir, c'est un des films qui divise le plus la communauté des fans de Fast and Furious. C'est sans doute le film le moins populaire chez le public, et perso, encore une fois, je trouve ce film assez sous-coté, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Bon, on a parlé des 3 premiers films, et oui, parlons du 4e maintenant pour la 7e place. Qu'est-ce qui m'empêche de leur dire que t'es un flic? La même chose qui m'empêche de leur dire pourquoi t'es là. Les temps ont changé. C'est clair. Je vous avais dit que la saga s'améliorait au fil des années. Encore Tokyo Drift, j'aime bien, mais c'est pas non plus... voilà. Autant à partir de Fast and Furious 4, j'avoue qu'on commence à rentrer dans du sérieux. Le film est très divertissant, beaucoup plus que les 2 premiers, un peu moins que le 3e, mais honnêtement, je trouve que ça s'améliore, honnêtement. L'histoire est sympa, un peu cliché sur les bords, mais bon, c'est pas très grave, c'est du Fast and Furious, on va pas en demander trop. Le retour de Dom et de Mia
qu'on n'avait plus vu depuis le premier film, hein, en 2001, à part Dom qui fait un petit caméo dans Tokyo Drift. Leur retour fait vraiment plaisir parce que c'est un peu quasiment les deux personnages principaux du premier film, enfin si on enlève Brian. Les films Fast and Furious actuels sont connus pour leurs scènes d'action très déjantées mais très bien faites, qui prennent des semaines à tourner, qui sont pour la plupart très dangereuses. Et c'est, je trouve, à partir de ce film-là, à partir du 4e, que on peut retrouver ce genre de scènes d'action. Dans le premier, deuxième, troisième, c'est des bonnes scènes de course-poursuite, c'est divertissant et tout, mais c'est juste des courses. Fast and Furious 4, c'est vraiment pour moi le début de ces fameuses scènes, le début du chaos et de la folie et de tout ce qu'on aime dans la saga en fait. Il me semble que c'est dans ce film-là où il y a un camion au début qui se fait renverser dans une falaise et qui explose, qui prend feu. Rien que ça, dans les premiers films, c'était impensable. Le trio d'acteurs qui est de retour est très cool, les 3 acteurs sont vraiment bons, sans oublier l'arrivée de Gal Gadot. Hein, évidemment, je ne peux pas parler de Fast and Furious sans parler de Gal Gadot, vous me connaissez. Durant tout le film, Dom, Mia, Gisèle, toute la clique, mine de rien, de Dom parle du méchant, du baron de la drogue ou je sais pas quoi, sans qu'on le voit. On le voit peut-être 1 ou 2 fois dans le film, ou 3 à la limite, et on sait pas qui il est, on sait pas ce dont il est capable, on ne sait rien de lui, et c'est très gênant, parce que tout le long du film on te parle d'un méchant, t'as l'impression qu'il n'existe même pas, et c'est vraiment chiant, le méchant est vraiment sous-exploité, et la menace qu'il pourrait représenter n'est pas assez introduite et exploitée dans le film, et c'est vraiment dommage. Entre les scènes de course-poursuite, il y a des fois des moments assez longs, avec des scènes pas forcément utiles, on peut considérer ça comme des coups de mou, mais c'est pas extrêmement gênant, et ça reste un 4e opus que je trouve vraiment efficace, meilleur que les 3 premiers, ce qui est déjà cool, hein, mine de rien, parce qu'habituellement dans une saga, quand tu es au 4e film, la plupart du temps c'est déjà en baisse, là c'était clairement pas en baisse, donc c'est très cool. Rassurez-vous, pour la 6e place, on ne va pas parler de Fast and Furious 5, on va faire un bond dans le temps, aller dans le futur et parler d'un film beaucoup plus récent, le film le plus récent, le 2e film plus récent de la saga, qui ne fait pas vraiment partie de la saga d'ailleurs, c'est un spin-off, mais je l'ai quand même intégré dans ce top pour que ce soit un top 10 et pas un top 9, c'est déjà plus stylé quand même. Je parle évidemment du spin-off Fast and Furious Hobbs and Shaw. Je prends celle-là. Non, ça c'est ma porte, toi t'en prends une autre. Ah ouais? À quoi tu joues? En fait, t'as raison, c'est ta porte. Laisse-moi deviner, il y a plein de gros méchants derrière. Qui est la fameuse aventure, le film solo entre guillemets, de Luke Hobbs, joué par Dwayne Johnson à partir du 5e opus de la saga, et de Deckard Shaw, joué par Jason Statham, que j'aime tant, qui lui apparaît à partir du 6e film dans la scène post-générique. Un spin-off qui était mine de rien très attendu parce que ce sont 2 personnages assez populaires dans la saga, tous les 2 interprétés par des acteurs excellents, très charismatiques, des vraies icônes des films d'action. Le film m'a pas mal déçu, c'est un des moins populaires de la saga également. Perso, je le trouve encore une fois assez sous-coté, mais c'est vrai qu'il n'est pas dans les meilleurs de la saga, hein, loin de là. Le film a introduit la science-fiction dans la saga, ce qui est pour moi terriblement gênant. Pour moi, la science-fiction n'a rien à faire dans une saga telle que Fast and Furious. Alors certes, vous allez me dire, la saga Fast and Furious n'est pas la saga la plus rationnelle et la plus logique, normale du cinéma. C'est pas des films d'auteur. Mais même là, on parle quand même d'un cyborg génétiquement modifié, donc Idris Elba, qui peut voir les coups qui arrivent au ralenti, les éviter du coup, qui est quasiment indestructible. Enfin, il y a des limites. Qu'on crée des machines ou qu'on envoie des voitures dans l'espace, à la limite, qu'on mette des cyborgs, des robots ou tueurs d'hommes ou je sais pas quoi. Non. D'ailleurs, j'ai été assez étonné de voir que c'est Chris Morgan qui scénarise Hobbs and Shaw. Il a scénarisé la plupart des films de la saga Fast and Furious, et ça m'a étonné parce que c'est pas du tout ça l'essence de la saga. Un cyborg, la science-fiction, de la vraie science-fiction, ça va pas. Enfin, je comprends pas pourquoi il a mis ça. Je sais pas quelle mouche l'a piqué. Si ça avait été un autre scénariste qui avait pris le relais, à la limite, je me serais dit bon, ils l'ont remplacé par un demeuré, mais là ils l'ont pas remplacé, donc c'est assez bizarre. Dans les 20, 25, 30 premières minutes du film, il y a des plans, je vous mets des exemples à l'écran,
Par exemple, une des premières scènes du film, avec à gauche la vie de Hobbs, à droite la vie de Shaw. Ces plans-là, il faut les bannir à tout jamais du cinéma. Au début, je me disais, oh, c'est sympa, on voit les deux en même temps, c'est cool. Oui, mais non, c'est pas cool parce que tu dois avoir ton attention sur 2 plans en même temps, ce qui est impossible. C'est pas beau, il y a une grosse coupure au milieu de l'écran, donc non. Mais pour ce qui est de la relation entre Hobbs et Shaw, qui est quand même, mine de rien, le point central du film, et pas le point central, mais un des points abordés dans Fast and Furious 7 et 8. La relation est très cool, très marrante, je trouve. Elle reste cohérente par rapport aux autres films de la saga, donc c'est une relation qui est pas du tout fusionnelle, hein, ils sont pas du tout potes, et là ça ne change pas, ils se détestent dès le début du film. Certes, la relation évolue comme on pourrait s'en douter, elle évolue bien d'ailleurs. Le casting est très cool, on va pas se mentir. The Rock, c'est The Rock, hein. On aime tous The Rock, Statham pareil. Idris Elba, on l'aime tous, mais là, c'est vrai que peut mieux faire, hein, franchement. Surtout quand tu lui donnes un rôle ainsi, il faut pas s'étonner qu'il fasse une performance de merde. Vanessa Kirby, je suis pas fan de cette actrice, mais dans ce film-là, elle passe, franchement. Il y a aussi quelques caméos, notamment Hélène Mirren, qui joue Magdalene Shaw, donc la mère des Shaw. Il y a également Ryan Reynolds, qui joue dans 1 ou 2 scènes, ce que j'ai trouvé un peu dommage, mais ça reste cool, honnêtement. Son rôle est assez détestable, mais les 2-3 caméos qu'il fait, c'est sympa. Même si je crache sur la science-fiction dans la saga, dans ce film en particulier, depuis le début, faut reconnaître que l'histoire, grâce à ça, est vraiment sans doute la plus originale et la plus inventive de la saga. Parce que bon, des éléments de science-fiction dans le film, il n'y a pas que le personnage de Idris Elba. Il y a aussi le virus activable, je sais pas quoi là, les machines, les armes et tout. On n'a jamais vu ça dans un Fast and Furious, j'espère qu'on ne verra plus jamais ça, mais on peut reconnaître que, au moins, grâce à ça, le film est original, bien plus que les autres de la saga. En plus, on peut pas dire qu'on s'ennuie devant, enfin perso, je pourrais pas dire ça parce que c'est pas vrai, je me suis pas ennuyé devant, surtout à partir du moment où ils arrivent en Polynésie. Ça donne des scènes vraiment très belles, niveau des paysages, niveau de la culture, il y a des haka et tout, enfin, franchement... Ça aussi, c'est assez original dans un Fast and Furious. Après les fameuses idées de mise en scène catastrophiques dont j'ai parlé tout à l'heure, la réalisation de David Leitch, donc le réalisateur de Deadpool 2, que je hais de tout mon âme, est pas mal, on va pas se mentir. Il y a évidemment la scène en Polynésie, le combat final en Polynésie qui est dingue. Il est très long, très bien mis en scène, il se passe beaucoup de trucs dans ce combat, ça devait être pas évident à faire, et il y a aussi des ralentis, ça rend la scène vraiment très belle. Bref, encore une fois, un film que je trouve sous-coté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce film en commentaire, ça m'intéresse particulièrement. On passe du coup à la 5e place, et là on entre vraiment dans du lourd, on entre dans les meilleurs films évidemment de la saga. À la 5e place, j'ai donc mis le film Fast and Furious 6. Rio a été mon dernier job. Ah, je sais que c'est pas toi. Tu vas m'aider à choper les coupables. Ah ouais? En quel honneur, Hobbs? On a traqué ce gang à travers 12 pays. Elle date d'il y a une semaine. On va pas se mentir, la saga Fast and Furious est devenue une saga d'action, avec des combats, des bastons et tout, en parallèle des scènes de course-poursuite qui, elles, sont présentes depuis le tout début, depuis, à partir de, on va dire, Fast and Furious 5. Mais, on en parlera après évidemment, mais dans Fast and Furious 5, il y a beaucoup trop de scènes d'action et pas assez de scènes de course-poursuite. Le film oublie un peu ses valeurs initiales, j'ai envie de dire, enfin les valeurs initiales de la saga. Là, c'est pas du tout le cas. Il y a des scènes de combat, des scènes d'action, Dwayne Johnson oblige, et des scènes de course-poursuite, il y en a pas mal, et le film en devient très divertissant, et c'est rassurant parce qu'on se dit que grâce à ça, la saga ne va pas devenir juste une saga d'action avec juste des bastons. La saga reste une saga de voitures. Les acteurs sont très cool, que ce soit la clique de Dom ou The Rock. Il y a également évidemment Luke Evans qui arrive dans la saga. Il jouera que dans ce film-là, qui joue le rôle de Owen Shaw. L'acteur est assez charismatique, assez convaincant dans son jeu. C'est dommage d'ailleurs qu'il ne soit pas revenu par la suite dans la saga. Peut-être que ça arrivera. On va pas se mentir, Fast and Furious 1, 2, 3, 4 et un peu le 5 ont des photographies de chiottes. Surtout les 2-3 premiers
t'as vraiment l'impression de regarder Les Experts Miami. Enfin, c'est horrible. Des couleurs beaucoup trop saturées, pas du tout travaillées, des films amateurs, quoi. À partir du sixième film, enfin, ouais, à partir du sixième film, peut-être même un petit peu avant, mais en tout cas, le sixième film, la photographie du sixième film est bien plus soignée. On entre dans quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus qui respecte beaucoup plus le spectateur. D'un point de vue technique, esthétique, niveau de la réalisation de Justin Lin qui réalise la plupart des films de la saga, il n'y a pas grand chose si ce n'est rien à dire sur le film. J'ai un problème par contre concernant l'histoire en elle-même. Alors certes il y a un nouveau méchant, il y a son acolyte qui est assez surprenante, l'identité de son acolyte, voilà. Mais on va se mentir, pour ce qui est de l'intrigue en elle-même, c'est du déjà vu. Et le pire, c'est que c'est du déjà vu dans la saga. Dans Fast and Furious 2, 4 et 5, l'équipe de Dom, ou pas forcément l'équipe de Dom, mais les héros doivent combattre un gangster ou un baron de la drogue, ou bref, un mec qui s'avère dangereux. Ce qui est le cas dans Fast and Furious 6, malheureusement. C'est la même troupe, ils sont de nouveau aidés par Luke Hobbs, comme dans Fast and Furious 5. Il y a un personnage, je vais pas vraiment dire qui pour pas trop spoiler, j'essaie de pas spoiler un maximum, mais il y a un personnage qui revient, vous savez c'est qui si vous avez vu le film, c'est absurde, c'est débile, c'est juste que l'interprète voulait revenir re-signer un contrat, sinon jamais de la vie son personnage ne serait revenu, c'est juste impossible, ça n'a aucun sens. Mais pour le reste, je trouve que c'est un très bon film d'action, un bon film, un des meilleurs de la saga Fast and Furious. Non, franchement, j'ai adoré, évidemment, et je vous conseille, bien évidemment, de le voir si vous n'avez jamais vu, on sait jamais, peut-être que vous vous êtes arrêté au 5. On entre dans la 4e place, et on va parler d'un film un peu plus récent, un des derniers, l'avant-dernier de la saga, si on ne compte pas Fast and Furious Hobbs and Shaw, un film sorti en 2017, évidemment Fast and Furious 8. Tu sais ce que j'aime chez toi, Dom. Tu es un vrai hors-la-loi. Mais ta famille, Joli travail, mon frère. Une fois à la base, je paye ma tournée. elle va devoir affronter le seul truc qu'elle ne peut pas vaincre. Toi. Qui est très sympa, hein, vous l'aurez compris pour ma part. Vin Diesel dans ce film est juste magistral. Autant dans les précédents films, il était bon sans plus, j'ai envie de dire. Il proposait pas une expérience de malade, c'était pas ce qu'on lui demandait évidemment. Son jeu était efficace, convaincant, ça s'arrêtait là et c'était suffisant. Là il fait un peu plus je trouve, surtout dans les scènes où il est avec Cypher, donc Charlize Theron. Il y a des scènes où il s'énerve et où c'est très convaincant et tu te dis on n'est pas dans un Fast and Furious, on est dans un film d'auteur en fait. Il y a des nouveaux acteurs qui arrivent dans la troupe, évidemment Charlize Theron, la très célèbre Charlize Theron, que je n'aime pas. J'ai jamais aimé cette actrice, je l'aime pas. Mais elle est bonne dans le film, c'est une très bonne actrice dans tous les films dans lesquels elle joue évidemment. Mais voilà, personnellement j'arrive pas à me faire à cette actrice, je ne l'aime pas. Mais c'est vrai qu'elle a un charme de malade, un charisme de fou, et dans Fast and Furious ça se ressent évidemment. Il y a aussi Scott Eastwood que j'aime beaucoup, qu'on a vu récemment dans Un homme en colère, qui joue le grand méchant de Un homme en colère. Quand tu vois le film tu te dis ce gars est né pour jouer des méchants. Mais dans Fast and Furious 8, il joue un gentil et ça marche tout autant et c'est très cool. Bon, après, voilà, il a un membre de sa famille qui est assez lié au monde du cinéma, hein, un tout petit peu. Hein. Encore une fois, opus, film très divertissant, histoire assez recherchée, assez risquée, mine de rien. Tout est lié dans ce film, t'as des trucs qui se passent au début que tu retrouves à la fin en te disant « Ah mais en fait lui... » c'est lié avec lui et c'est pour ça qu'il y a ça et du coup t'attaques et si on ajoute ça à ce qui s'est passé là, ça donne ça et c'est pour ça que c'est cool. C'est un peu ça, c'est pas compliqué à comprendre, franchement tout est lié et c'est assez compréhensible et c'est vraiment cool parce que tu te dis enfin un scénario plus que divertissant qui crée quelque chose, j'ai envie de dire. Il y a des scènes époustouflantes, des idées de scènes d'action et de courses dingues. Il y avait déjà ça dans Fast and Furious 7 et vous le verrez si vous n'avez pas vu le film encore dans Fast and Furious 9. Mais là c'est grave quoi, il y a un sous-marin, la pluie de voitures des immeubles à New York. Faut quand même avoir l'idée tordue de faire ça. Hein. Des cartes show qui c'est dur de pas spoiler, qui avec le bébé de Dom, la scène là, bon quand même, elle est hilarante, très divertissante, très badass. Et c'est des choses qui sont pas forcément... qui vont pas forcément ensemble, la mignonnerie, l'humour et la badassitude et l'action, mais ensemble ça fait une scène très cool. Et les nouveaux personnages sont pas très bien utilisés. Cypher, le personnage en lui-même manque de charisme, l'actrice Charlize Theron
passe, niveau charisme ça va, elle a déjà été bien plus charismatique, hein, par exemple dans Fast and Furious 9. Là bon, ouais, bof. Son collègue qui est joué par le mec de Game of Thrones, non plus. Qui es-tu? Il y a aussi des personnages qui n'ont aucun intérêt, aucune réelle utilité, enfin si, ils sont utiles mais... tu les vois 2 minutes ou alors tu les vois un peu plus mais ils servent à rien. Voilà, le personnage de Scott Eastwood par exemple, le personnage de Helen Mirren, donc Magdalene Cho. Voilà. Il y a aussi la relation entre Hobbs et Shaw qui m'a un peu déçu par rapport à la fin du film. Enfin je veux dire par rapport à l'évolution de cette relation tout au long du film. Au début ils se détestent et à la fin ils s'aiment bien. Bon, c'est pas très grave parce que dans Hobbs & Shaw ils se redétestent, mais quand même, la grande méchante du film, Cypher, jouée par Charlize Theron, cherche à faire des trucs, tu sais pas vraiment quoi. Au début du film, à Cuba, elle montre une vidéo à Dom, on sait pas ce qu'elle contient cette vidéo et c'est très frustrant. Elle veut une bombe IEM, tu sais pas pourquoi. Elle veut des codes nucléaires, tu sais pas pourquoi. Elle utilise un sous-marin, elle a un sous-marin, tu sais pas vraiment pourquoi. Méchante, pas ouf. Et intention incompréhensible et malheureusement pas très bien expliqué, pas expliqué du tout en fait. Mais c'est pas très grave, ça reste pour moi le 4e meilleur film de la saga, ce qui est pas rien. Et non, franchement j'aime beaucoup ce film, très divertissant. Que dire de plus? On passe à la 3e place, la 3e marche du podium. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont me détester. Parce que j'ai quand même mis à la 3e place un film qui est sorti très récemment et que les gens n'aiment pas. En sortant de la salle, j'ai pas compris pourquoi les gens n'aimaient pas ce film. Perso, j'ai passé un moment mais de dingue devant en salle il y a quelques jours. D'ailleurs, on en parlera dans le point ciné numéro 2 qui arrivera dans début septembre. Évidemment, je parle du film Fast and Furious 9. Tiens-toi. Me dis pas que tu penses à ce que je pense. Y a pas de pont. Oh non, il est ouf. J'ai passé une séance de dingue. Mais vraiment. D'après ce que j'ai compris, les gens reprochent au film l'absurdité exagérée des scènes d'action. Alors déjà, l'absurdité des scènes d'action dans la saga, ça existe depuis 2015, hein les gars, donc faut se réveiller. Pourtant, Fast and Furious 7, vous avez bien aimé. Fast and Furious 8, vous avez bien aimé. Donc je vois pas pourquoi là, ça pose problème. Surtout que les scènes absurdes, ou en tout cas l'absurdité du style de scène d'action qu'il y a tout au long du film, est complètement assumée. Il y a des personnages, Tej et Roman et Ramsey notamment, qui font des blagues tout le long du film sur ça, en mode « Oh, on est invincible, comment c'est possible qu'on soit pas mort et tout ?» Donc c'est assumer l'absurdité de ça. C'est un film d'action, on ne demande pas que ce soit rationnel, surtout que c'est le 9e film de la saga Fast and Furious. Si ça devait être rationnel, il n'y aurait pas de film, il n'y aurait même pas eu le premier film, sans doute. Il y a pas mal de retours de personnages, Mia par exemple, qu'on n'avait plus vu depuis Fast and Furious 7, Anne aussi, c'est pas un spoil, c'est dans la bande-annonce. Il y a aussi Magdalene Cho, je ne soupçonnais pas sa présence dans le film, mais elle apparaît quelques minutes, ce qui est inutile mais un peu cool quand même. Il y a aussi Sean de Tokyo Drift, donc le personnage principal de Tokyo Drift, qui est joué de nouveau par Lucas Black, qui n'est pas extrêmement présent dans le film, qui a une importance relativement moins forte qu'à l'époque, mais sa présence reste cool. Le nouveau personnage, donc Jacob Toretto, le frère de Dom, joué par John Cena, sort un peu de nulle part, on va pas se mentir, mais est charismatique et pas forcément attachant, mais bon, ça reste John Cena quoi, c'est pas n'importe qui, et c'est vrai que je trouve qu'il a du charisme et je trouve que le personnage est intéressant, surtout qu'on voit pendant tout le film, il y a des scènes de flashback de la jeunesse de Dom et de Jacob. D'ailleurs, l'acteur qui joue Dom jeune est très bon. La photographie aussi dans les scènes de flashback est extrêmement soignée, très bien faite, on se croirait vraiment dans les années 80. Et ces scènes de flashback rendent intéressant, encore plus intéressant Dom, et surtout rendre intéressant Jacob, qui sort de nulle part et qu'on ne connaissait pas avant. Niveau des scènes d'action, niveau esthétique, technique, je sais pas si c'est le meilleur de la saga, mais en tout cas, il est sans doute également à ce niveau-là dans le top 3, incontestablement. Il y a des scènes, c'est un truc de ouf, la scène de la mine, c'est super bien trouvé et ça marche tellement bien dans la salle.
t'es en mode, t'es en plein stress quoi. La voiture qui se fait aimanter par l'avion, la voiture de John Cena, c'est très sympa à voir aussi. Évidemment, c'est pas un spoil, encore une fois, on en avait parlé, il y a plein de gens qui en avaient parlé avant la sortie du film. La fameuse scène dans l'espace. Bon, j'avoue que ça c'est peut-être un poil exagéré. Que voulez-vous? C'est tellement drôle et surtout c'est tellement bien fait visuellement. Voilà, on se croirait vraiment dans l'espace. Évidemment, le scénario n'est pas du tout parfait. Je trouve que le système magnétique dont l'équipe de Dom se sert tout au long du film est beaucoup trop utilisé. D'ailleurs, il y a à chaque fois un insert sur le fameux bouton qui te permet de diriger le système magnétique. Un insert, c'est un gros plan sur un objet. Il y en a une vingtaine quoi, dans tout le film. Le même insert sur le même objet, tellement qu'ils utilisent ce truc tout au long du film. Et c'est chiant parce que c'est un peu une facilité scénaristique à la longue. Quand t'es en danger, hop, tu tournes le truc. Et il y a tout qui se décale dans le truc magnétique de je sais pas quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Je trouve ça aussi, pas forcément dommage, mais un peu maladroit de mettre un personnage aussi important, à savoir le frère de Dom, alors qu'on n'en a jamais entendu parler des 8 films d'avant. Enfin 9, parce qu'il y a Hobbs & Shaw aussi, mais Hobbs & Shaw compte pas vraiment. En plus, dans les premiers films, Dom parle souvent de son père, de la mort de son père. Il en parle à Brian dans le premier film, et rien sur son frère. Alors que, on va pas se mentir, quand on voit les scènes de flashback, on se dit quand même que l'épisode de la mort de son père a quand même un grand rapport avec son frère. Donc pourquoi ne l'avoir même pas mentionné dans toute la saga? Évidemment, c'est parce que le personnage n'existait pas avant, mais dans ce cas-là, tu l'introduis pas aussi tard. Tu l'introduis pas, en fait. Tu changes, tu fais un autre truc, tu trouves une autre idée. Et bon, la scène dans l'espace, encore une fois, je trouve que c'est un peu exagéré. C'est vrai que balancer une voiture dans l'espace, c'est limite. Mais la scène est très drôle et encore une fois, visuellement, techniquement, parfaite. Donc voilà, et encore une fois, c'est une saga, c'est des films qu'on regarde sans se prendre la tête. Et je pense que franchement, on doit juste apprécier le moment, rigoler et ne pas se prendre la tête sur l'absurdité du scénario qui existe depuis des années et des années dans la saga, on va dire à partir du 4e film. Pour la 2e place, on va faire un bond dans le temps en arrière et retourner pas au début, mais quand même pas trop à la fin, on va dire. À la 2e place, j'ai mis le film Fast and Furious 5. On la joue en finesse, vite fait, bien fait, et ils vont rien comprendre. On est parti pour braquer un poste de police. C'est du délire. Un délire de 100 millions de dollars. T'as dit quoi? Ça me branche. Encore une fois, comme c'était le cas pour les 3e et 4e films, les scènes d'action sont vraiment assez badass, très bien mises en scène. C'était déjà le cas pour les 2 premiers films, mais c'était pas encore Justin Lin qui a réalisé. Et depuis son arrivée donc dans Tokyo Drift, il y a quand même un gros changement je trouve. Et ce film-là, Fast and Furious 5, met encore plus le doigt sur sur ce contraste en fait de différence de réalisation. Je pense que l'histoire est sans doute la mieux écrite, la meilleure histoire, le meilleur scénario, la meilleure intrigue de toute la saga, honnêtement. Ça se déroule au Brésil, ce qui est assez original parce qu'ils étaient restés aux États-Unis dans tous les films à part Tokyo Drift. Là, ça se déroule au Brésil. Il y a un nouveau personnage et pas des moindres, Luke Hobbs, joué par Dwayne Johnson. Il me semble que c'est dans ce film-là que Dom, Mia et Brian font appel à ceux que j'appelle la clique de Dom. Il me semble que dans Fast and Furious 4, ils y sont pas. Je pense qu'il n'y a que les 4 principaux. Et là, par contre, ils arrivent tous. Je pense vraiment que c'est dans ce film-là. Je pense pas que ce soit le cas dans le 4. Donc, quand je parle de la clique de Dom, je parle de Roman, Tej, Giselle, Anne, etc., etc. Donc tu te retrouves avec une équipe assez énorme, avec des personnages que tu connais déjà et qui sont pour la plupart très attachants, même tous très attachants, qui doivent tous se confronter à un chef de cartel, quand même, plus à The Rock. Tu te dis quand même, voilà. Encore une fois, les acteurs très bons, évidemment, l'arrivée d'acteurs la plus marquante du film, je pense que c'est la seule d'ailleurs, c'est celle de Dwayne Johnson qui est pour moi une référence des films d'action, quelqu'un que j'admire quand même, perso je l'admire, je trouve que c'est quelqu'un qui a une hygiène de vie incroyable et qui joue très bien même si il a commencé au catch, ce qui n'est pas la meilleure manière pour démarrer au cinéma, si, au niveau des contacts oui, au niveau du jeu et de la comédie en elle-même, pas forcément. Comme je l'ai mentionné quand j'ai parlé du 6e opus tout à l'heure, j'ai dit que Fast and Furious 5 s'éloignait à mon sens trop
de l'essence de la saga, sans mauvais jeu de mots. Il n'y a pas assez de scènes de course, il n'y a pas assez de voitures, c'est essentiellement un film d'action, un film de casse même. Il n'y a que ça, de l'action, des tirs, des combats, et bah, mine de rien, Fast and Furious, c'est pas les combats qui sont Fast and Furious, c'est les voitures. À partir du moment où ton film s'appelle Fast and Furious et qu'il n'y a presque pas de voiture dedans, c'est un peu problématique. Mais c'est le seul défaut que j'ai, enfin c'est le seul vrai défaut que j'ai trouvé au film. Pour le reste c'est parfait. Enfin j'adore ce film et voilà, pour moi c'est le deuxième, comme vous l'avez compris, meilleur film de la saga Fast and Furious. Film qui ne vaut donc pas mon film préféré de la saga. Vous aurez compris de quel film il s'agissait si vous avez suivi la vidéo. Évidemment, je parle du film Fast and Furious 7. Oui, Dominique Toretto, tu me connais pas. Mais ça va pas tarder. On dirait que les fantômes de Londres nous rattrapent. Vous vous souvenez d'Owen Shaw? C'est son grand méchant frère. On nous traque. Un dernier run. Juste Statham. Rien que lui. C'est pas lui qui fait la qualité du film. Il y a plein d'autres trucs, on va y revenir après. Mais tu prends rien que lui. T'as déjà un bon film. Vous connaissez sans doute le réalisateur de ce film. Il s'agit de James Wan, qui a réalisé Aquaman, Conjuring, Saw, etc. Qui est spécialisé dans l'horreur, mais qui a quand même fait d'autres films que des films d'horreur, notamment Fast and Furious 7. Dès le début, tu te dis, ok, sa mise en scène va être excellente. Et elle est excellente du début à la fin. Dès le début, dès le premier plan, c'est abusé. Franchement, c'est un réalisateur très talentueux. Et même si c'est pas du tout son style de film habituel, je trouve que sa touche artistique est intéressante dans la saga, dans ce film en tout cas. Les idées pour les scènes d'action, les scènes de course sont incroyables. Celle qui m'a le plus marqué, enfin les deux qui m'ont le plus marqué, évidemment la première c'est celle où les voitures reculent et sortent de l'avion en plein vol et se font parachuter. Et évidemment celle, pour moi, une des meilleures scènes du film, si ce n'est la meilleure, évidemment la scène des 3 immeubles de Abu Dhabi. Voilà, je viens d'aller regarder évidemment parce que j'avais oublié. Avec les voitures, ils passent d'immeuble en immeuble, mais sans descendre en fait. Ils sont en haut, ils défoncent la vitre avec la voiture, ils rentrent dans la vitre du deuxième et ils font pareil avec le troisième. C'est extraordinaire. C'est pas le film le plus original de la saga, mais je trouve que par rapport au 6e et 5e film, et même 4e, c'est déjà mieux parce que là, ils devaient... l'équipe de Dom devait juste se confronter à un gangster ou à un chef de cartel, ce qui n'était pas forcément intéressant. Là, c'est le frère de Owen Shaw qui arrive, Descartes Shaw, donc joué par Jason Statham, à qui l'équipe doit se confronter. Ils doivent aussi mettre la main sur un programme cybernétique. C'est la mission que leur donne Monsieur Personne, joué par Kurt Russell, la légende. En plus, le film se déroule à plusieurs endroits, Los Angeles, notamment Abu Dhabi, je l'ai déjà dit, et quelques autres endroits sur la planète. T'as déjà au niveau des acteurs toute l'équipe de Dom. Donc Vin Diesel, Jordana Brewster, Paul Walker, Michelle Rodriguez. T'as Gal Gadot, Tyrese Gibson, Ludacris et bref tous les autres, vous avez compris quoi. Plus Dwayne Johnson qui revient évidemment. Plus l'arrivée de Jason Statham. Plus l'arrivée de Jaimin Onsu. Évidemment casting 5 étoiles pour ce qui est du cinéma d'action, un peu comme Expendables. J'avoue que James Wan se fait peut-être un peu trop plaise sur les scènes d'action, autant pour Fast and Furious, on va dire à partir du 5, où c'est vraiment des scènes d'action badass, autant Fast and Furious 5, 6, 8, 9, ouais non pas le 9, autant 5, 6, 8, c'est des scènes d'action badass, un peu exagérées, mais ça reste encore dans le domaine du possible. Bon, évidemment, il faut trouver des mecs vraiment chauds, et encore, quoique, même Fast and Furious 9 aussi, si tu enlèves la scène de l'espace, ou même la scène du pont. Ici, toutes les scènes sont exagérées. Des voitures qui arrivent en parachute, c'est très original, c'est très sympa, mais non, une voiture, ça arrive jamais en parachute. C'est impossible, c'est beaucoup trop lourd. À la fin du film, il y a Hobbs qui casse son plâtre en faisant ça. What the fuck? Enfin, non, c'est pas normal. Et puis surtout, si t'as un plâtre, c'est parce que t'es blessé. Tu vas pas te battre comme ça. Enfin, je veux dire, tu dois te reblesser normalement, un minimum. Et c'est pas le cas, donc c'est très bizarre aussi. Et Dom s'en sort sans aucune égratignure, alors que, bah, enfin, si, il a une petite blessure. Alors que un homme normal crève, mais en 3 secondes, dans ce qu'il a eu.
Donc voilà, ça aussi c'est un peu dommage. Mais encore une fois, j'avoue que par rapport à ce que j'ai dit tantôt, c'est pas des trucs auxquels on doit vraiment faire attention dans la saga. Parce que bah, c'est des films d'action, c'est des films, tu dois pas vraiment te prendre la tête. Là c'est vrai que je me prends un peu la tête parce qu'il y a certains trucs qui m'ont un peu choqué. Mais si je ne compte pas ça pour Fast and Furious 9, je dois pas vraiment compter ça pour Fast and Furious 7. Dans tous les cas, c'est mon film préféré de la saga. Il est extraordinaire. Sans oublier la dernière scène, la toute dernière avec la musique See You Again, je crois que c'est ça le nom. C'est presque un chef-d'œuvre du cinéma d'action. Voilà, il faut voir ce film et j'ai rien d'autre à dire. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne, bref vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les films de la saga, de me donner votre classement, votre top 10 des films de la saga Fast and Furious. On se retrouve vendredi prochain pour une histoire de saga, et une très grosse, vous allez voir, ça va être assez stylé. D'ici là, je vous dis à très bientôt, salut.